connectez-vous, on va se laisser. Chers parents, c'est important. Mettez-vous en ligne. Alors, mettez-vous en ligne, on va se laisser, c'est important. L'incontournable. J'espère que vous allez très bien. Chers parents, chers amis, chers frères. Alors ici, on va parler encore de Dramane Ouattara. L'homme au Moukouba serré, c'est important. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, on va se laisser. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Hein. Partagez-le. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas partager. Vous regardez. Seulement ce que vous pouvez faire, c'est de partager uniquement le direct. Ça serait très important. Voilà. Partagez-le. Au lieu de rester là, regarder sans rien faire. Nous, on prend le risque de venir parler. Maintenant, vous, à votre tour, le fait de cliquer partage là, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Mais si vous ne voulez pas partager ça sur vos murs, mettez ça quand même dans les groupes. Vous êtes abonné dans les groupes, on dirait des manias là. Vous êtes rempli dans les groupes. Il suffit de cliquer, on dit partage. Tu cliques où il y a partage là. Et puis on dit bon, partager dans les groupes, ou bien sur les murs, ou bien sur les pages. Maintenant, si tu ne veux pas partager sur ton mur, mets ça dans les groupes. Alors, Patricia Jikaka, big up à vous. Maître Rodney Nice, big up à vous. Je salue toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, à mon niveau, Dieu se porte merveilleusement bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes sur le terrain. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 heures plein de Royal Padrino, Camari, des Oula Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Côte d'Ivoire. Voilà, précisément aux échecs de Dramane Ouattara, l'homme au Moukouba serré. Et nous allons profiter pour donner des conseils à accueillir Côte d'Ivoire, c'est très important. Pour commencer, j'aimerais me mouiller la gorge, donc je vais m'hydrater la gorge avec ce verre d'eau, c'est important. Ah, niawa, on est les bons. Alors, donc nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Dramane Ouattara. Nous attendons ça et là que les syndicats veulent gréver à partir du 16 au 17 de ce mois, c'est-à-dire le 16 au 17 juin 2021. Et le seul but de cette grève, vraiment, Dramane Ouattara, quand tu n'es pas un homme de paix, quand tu n'as pas un cœur sensible, quand tu n'as pas un cœur réconciliateur, c'est comme ça tu te comportes. Et quand tu as pour militant des moutons, c'est comme ça la réaction. Donc les syndicats de Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a appris. Mais si cela s'avérait vrai, j'espère que c'est du mensonge, mais si cela s'avérait vrai, vraiment ça serait encore un coup dur pour Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara avait battu campagne en 2010. Il disait que la Côte d'Ivoire n'était pas en paix, et que la Côte d'Ivoire était en guerre, et que Laurent Gbagbo avait échoué à cette histoire de paix. Or pourtant, tout le monde sait bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, le seul cadre politique qui a pu œuvrer pour la paix en frappant à toutes les portes de l'Afrique et même au-delà de l'Afrique est bel et bien l'unique leader du FPI, son excellence, M. Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui a fait cette démarche dans le but de chercher la paix en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara était en face pour saboter tout ce qui était œuvre de paix. Il était en face, lui et ses copains internationaux étaient en face pour saboter et miner le terrain pour empêcher la paix d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il utilisait ça comme une propagande pour nuire l'image de Laurent Gbagbo.
On sait qu'il y a eu cette histoire de démarche, de Makoussi, de Ouaga, de trucs, hein, de Québec et de... même en Afrique du Sud, il a été là-bas. Hein, Pretoria et tout. Dans le seul but de donner la paix aux Ivoiriens. Mais Ouattara et ses bandits d'Ozo ainsi que ses copains internationaux étaient en façon pour boycotter tout ce qui était toute démarche de paix. Parce qu'ils avaient cette mentalité d'imposer la guerre, une guerre violente aux Ivoiriens. Voilà comment en 2010-2011, la Côte d'Ivoire a connu cette violence. Et les adomoutons là veulent prendre ça pour mettre ça sur la responsabilité de Laurent Gbagbo. Mais je tiens à leur rappeler qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a eu guerre, c'est la faute à Dramane. Parce que quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent, qui est intellectuel, qui n'est pas mouton, comme les adomoutons là, devrait comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre violente à cause de Dramane Ouattara et ses copains. Pourquoi? Quand on sait que en Afrique, quand il y a la mésentente entre deux personnes, on appelle les grands. Et les grands viennent. Et aux yeux de tous, c'est-à-dire aux yeux du chef, les grands viennent et ils voient clair dans ce qui ne va pas. Ah, sur quoi vous vous battez? Ah, voilà, l'autre dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour lui. Bon, pour trancher, on dit, bon, si on peut raconter, est-ce que tu connais le nombre de ce que tu dis que ça t'appartient? L'autre dit, ah, moi je connais. L'autre dit, non, je ne connais pas. Bon, on interroge les deux. Si celui qui donnera le nombre exact, on sait qu'il est sur le chemin de la vérité. Mais du côté des élections, les élections là, ce n'est pas des choses qui quittent au ciel pour tomber. C'est le peuple qui vote. Donc, quand il y a un débat, il y a une discussion, il y a la mésentente entre Gbagbo et Alassane Ouattara, Gbagbo a tout simplement demandé, récomptons les voix. Dans cette histoire de récomptage des voix, là, il y a un parmi eux là qui a dit non, lui ne veut pas récompter les voix. Bon, de vous à moi, quelqu'un qui aime la guerre, est-ce qu'il peut proposer la voie pacifique? Parce que la voie pacifique, c'est la voie du récomptage. Maintenant, celui qui ne veut pas faire de récomptage et qui impose une autre voie, la voie brutale. Cette voie brutale est la voie des armes. Mais entre les deux candidats, au deuxième tour des élections de 2010, qui des deux avait proposé la voie brutale et qui des deux avait proposé la voie pacifique? Si on est honnête, de vous à moi, là, on va se dire la vérité, on saura qui des deux avait proposé la voie des récomptages. Or, sur cette voie des récomptages, il n'y a pas de calage qu'on tire, il n'y a pas de bombe hein, qui soit laguée, il n'y a pas de citoyens qui puissent mourir. Mais sur la voie brutale, on sait que c'est une voie qu'on utilise pour imposer la violence dans le seul but d'enlever l'autre. Et de dire il n'a pas raison, donc il doit quitter là par les armes. Et le seul candidat en ce moment-là qui avait proposé cette voie-là, c'était le candidat appelé Dramane Ouattara, l'homme Moukouba Serré. Et donc c'est lui qui avait imposé la voie violente aux Ivoiriens. Alors cette voie avait pour objectif d'enlever Laurent Gbagbo par la force. Et c'est ce qui a été appliqué. Donc si quelqu'un, entre les deux, lui qui a proposé la pacification, hein, le chemin pacifique et le chemin brutal, celui dont son chemin a été valorisé, et suite à ça il y a eu mort d'homme, c'est celui-là même qui est le coupable. Parce que nous Ivoiriens on ne connaissait pas, histoire de dire, ce n'est qu'une question d'heure, il doit partir par les armes. Qui connaissait ça en Côte d'Ivoire? Il n'y a que Ouattara et ses copains qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et suite à leurs idéaux, du chemin brutal qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Et les gens veulent imposer ça à Laurent Gbagbo, pour dire non, c'est lui, le fautif. Mais qui vous dit que non, Laurent Gbagbo n'avait pas raison? Qui vous dit que Ouattara n'avait pas tort? Parce que la communauté internationale a parlé, donc c'est la vérité. Ah bon?
communauté internationale a parlé, donc c'est la voix de la communauté internationale est une vérité absolue. Mais qui vous dit que la communauté internationale ne dit pas aussi des propos hypocrites? Qui vous dit que la communauté internationale ne bafoue pas le droit international? Qui vous dit que la communauté internationale est toujours dans la légalité? Qui vous dit que la communauté internationale est toujours dans la vérité? Qui vous dit que la communauté internationale n'est pas hypocrite? Qui vous dit que la communauté internationale est toujours du bon côté? Parce qu'on a vu ce que la communauté internationale fait au peuple du monde. Donc, cette communauté internationale qui met embargo sur des citoyens qui n'ont rien fait là, eux, ils ont raison. Ils n'ont qu'à mettre embargo sur des gens, des simples citoyens qui périssent à cause de leur embargo. S'ils mettent embargo sur un pays ou une nation, ils ont raison. Parce qu'ils seraient du côté de la communauté internationale. Êtes-vous sérieux là? Je tiens à vous dire, dans ce monde-là, la communauté internationale soutient le candidat qui fait leur affaire. Ils ne soutiennent pas la vérité. C'est pas forcément, souvent il peut arriver où ils soutiennent la vérité, souvent il peut arriver où ils soutiennent la fausseté parce que ils savent que là où la vérité est, cette vérité-là ne fait pas leur affaire. Donc ils sont obligés de soutenir la fausseté. Voilà au Venezuela, où la communauté internationale supporte un opposant et fait de cet opposant le président légitime du pays. Or, il n'y a pas eu d'élection. Ce dernier-là, il ne se trouve pas au palais présidentiel. Mais ils ont fait de lui le président légitime et ils le reconnaissent. Quel droit international donne cet ordre à la communauté internationale de proclamer un simple opposant qui n'a jamais participé à une élection présidentielle, qui n'a jamais pris le pouvoir de façon coup d'étaïste, et on dit c'est lui le président légitime. Et par son biais, on impose tout un embargo sur le pays. Les gens meurent de faim, les gens crèvent des maladies bizarres. Et le monde entier dit, moi, la communauté internationale a raison. Par ce biais de ce dernier, la communauté internationale bloque les biens du pays. Et le pays s'appauvrit. On dit non, comme c'est la voix de la communauté internationale, ils ont raison. Toujours la raison ne se trouve pas toujours du côté de la communauté internationale. Il peut arriver où la raison se trouve de leur côté. Et il peut arriver où le mensonge se trouve de leur côté, mais ils transforment le mensonge en vérité. Donc le cas de la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Ivoirien et aucune Ivoirienne ne détient la vérité absolue sur celui qui avait réellement remporté la victoire en Côte d'Ivoire. Dès lors que le peuple ivoirien ne sait pas et ne détient pas la vérité absolue, que c'est Ouattara qui avait gagné ou Laurent Gbagbo avait gagné, alors en ce moment-là, les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, suite aux actions des hommes politiques, chaque homme politique devrait reconnaître sa responsabilité. Donc, tout ce qui s'est passé là, vous n'avez pas le droit de mettre ça sur un seul individu pour dire c'est lui qui est à la base de ça. Qui vous permet à dire ça? De quel droit vous vous permettez de dire que c'est Laurent Gbagbo du seul? Il était seul. L'acteur politique, il s'est fait seul la guerre. Il était-il seul sur le terrain en train de tuer les Ivoiriens? Ses soldats étaient seuls en Côte d'Ivoire en train de massacrer le peuple sans une adversité en face. Mais je pense que des gens sont morts parce qu'il y a eu guerre. Donc on fait la guerre avec qui? La guerre se fait entre deux camps opposés. Et quand ces deux camps opposés s'affrontent, c'est là il y a mort d'hommes. Donc s'il y a mort d'hommes, c'est que les responsables de ces deux camps-là, ils devraient aussi reconnaître leurs responsabilités. Pourquoi dédouanez-vous la responsabilité d'un camp et vous faites porter le chapeau aux responsables de l'autre camp? De quel droit vous vous permettez cela? C'est ça, le peuple ivoirien ne veut pas. Et quand vous parlez de victimes, vous dites non, le président des victimes, depuis quand le peuple guéré a mandaté ce Isiaka Diaby d'être le président des victimes de l'Ouest?
Depuis quand le peuple de l'Ouest a une fois donné la mandature à ce fameux, à ce drogué, à ce vendeur de ganja d'être le représentant des morts de l'Ouest? Depuis quand? Depuis quand? Je vous pose la question. On dit non, le président des victimes de Côte d'Ivoire, il est le président des victimes de qui? Et puis, vous êtes là, théâtraliser cette histoire des gens qui sont morts. Non, il est le président des victimes. Qui lui a donné cette mandature? Qui lui a confié cela? Et il est là, non, c'est Gbagbo, c'est depuis quand? Donc, pendant la guerre, là, des militants de Gbagbo ne sont pas morts. Des gens qui étaient proches de Gbagbo ne sont-ils pas morts? Même vous-même, vous reconnaissez, vous, les RADP moutons, là. Vous n'avez pas dit ceux qui sont morts à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils étaient des miliciens de Gbagbo. C'est comme ça, vous les avez qualifiés. Or, pourtant, vous avez neutralisé, vous avez tué des civils qui n'étaient pas en tenue militaire, qui n'étaient même pas armés. Vous les avez massacrés cadeau et vous avez trouvé comme argument c'était des miliciens. Et donc, dès lors que vous reconnaissez que vous avez tué des gens qui étaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on parle de morts. Et ces gens-là font partie des 3000 morts. Et donc, si vous reconnaissez que ces gens-là, ou bien tous ceux qui étaient des miliciens de Laurent Gbagbo, là, vous les avez écartés pour dire non, ils ne font pas partie des 3000 morts. Et que les 3000 morts là, vous parlez uniquement des victimes civiles. Mais y compris les militaires, les rebelles, les civils, tous ceux-là, c'est eux-là qui font le nombre des 3000 morts. Tous ces gens qui sont morts là, civils, militaires, rebelles, mercenaires, miliciens, tous ceux-là, quand on les met ensemble, on dit, ils sont au nombre de 3000. Ils sont morts. Qui les a tués? La question est, qui a tué ces gens-là? Donc, si vous reconnaissez que parmi eux, si les rebelles ont tué des militaires, c'est que le responsable de le responsable des rebelles doit aussi reconnaître sa responsabilité. Puisque ces Zerbo aussi ont tué des militaires ivoiriens. Et on connaît des grands noms en Côte d'Ivoire. On connaît des grands noms parmi les militaires qui sont tombés au front. Et c'est Gbagbo qui a tué ses propres éléments. Le ministre de la Défense du temps de Laurent Gbagbo qui est mort là, il fait aussi partie des 3000 morts. Les Bogadoudou font aussi partie de ces gens-là. Bon, les gens du côté des Bogadoudou là même, en 2010-2011 là, le ministre de la Défense qui est mort là, il fait partie des 3000 morts. Le porte-parole des militaires de l'armée de Côte d'Ivoire, il fait partie des 3000. Qui a tué ces gens-là? Et vous dites, c'est Gbagbo qui a tué ces Gbagbo. Mais qui avait tué le porte-parole des militaires? Le ministre de la Défense, qui avait tué ces gens-là? Amédée Orémi qui a tué là, dont la justice ivoirienne a reconnu qu'il y a eu génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce Amédée Orémi là, il travaillait pour qui? Il était de quel camp? De quel côté? Il combattait qui? Mais il combattait Gbagbo. Parce que ce qu'il a commis à l'ouest là, il ne commettait pas ça au nom de Laurent Gbagbo. Il commettait ça au nom de la rébellion. Et cette rébellion, on sait, il y a plusieurs commandants. Il y a les Chérif Souman, il y a les Amédée Orémi, il y a les Los, il y avait les Ouattao, il y avait les Kone Zakaria et consorts. Et parmi eux, chaque commandant parmi les rebelles a commis des exactions. C'est pour Amédée Orémi là qu'ils ont jugé. Ils ont reconnu qu'il y a eu génocide. Il portait la tenue FSI. Est-ce que vous comprenez? Il portait la tenue FSI. Donc ce qui veut dire qu'il travaillait pour les FSI. Mais les FSI là, ils avaient un responsable, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la justice ivoirienne pilotée par Dramane Ouattara qui a reconnu parce qu'elle ne pouvait pas cacher ces faits-là. Elle ne pouvait pas cacher ça. Parce que c'est aux yeux du monde entier. Elle a bel et bien caché beaucoup de faits. Mais cette histoire d'Amédée Orémi là, elle ne pouvait plus cacher ça. Elle était obligée de reconnaître qu'il y a eu génocide. Bon, les gens de l'Ouest là-haut, où vous-même, votre justice, dirigée par Dramane Ouattara, c'est lui-même qui fixe maintenant comment telle personne doit être condamnée, à combien d'années la sentence doit s'abattre sur tel individu, reconnaît qu'il y a eu
il y a eu génocide. Bon, suite à cette reconnaissance-là, vous dites quoi? Est-ce que les familles de ces gens-là, où il y a eu le génocide-là, ont mandaté Diaby, Isiaka, pour dire qu'il n'a qu'à représenter leur famille? Je pense que le RADP a fermé ses yeux. Parce que Amédée Oremi n'est pas le seul qui a commis des crimes à l'Ouest. Ils sont nombreux, mais Draman les protège. Oh, Draman était le leader d'Amédée Oremi. Et donc, si Amédée Oremi avait commis des crimes et que la justice ivoirienne a approuvé cela, c'est que Draman lui-même, il est un criminel. Ce qui veut dire qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Parce que vous jugez Laurent Gbagbo, vous reprochez des faits à Laurent Gbagbo du fait que ces commandants-là, les militaires qui étaient de son bord, ils avaient commis des crimes. Et ce sont ces crimes-là que vous imputez à Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Allons-y sur cette base. Laurent Gbagbo est criminel. Laurent Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a eu 3000 morts. On est convaincu et on est sûr à 100% de vous à moi. On sait que Laurent Gbagbo lui-même, il n'a pas pris une calache pour aller sur le terrain pour faire la guerre. N'est-ce pas? Laurent Gbagbo, on est sûr de vous à moi, même si vous ne l'aimez pas, sachant une seule chose, on n'a qu'à être d'accord là-dessus. Vous êtes d'accord, et je suis d'accord que Laurent Gbagbo lui-même là, il ne s'est pas levé pour prendre une calache, les lance-roquettes, des chars de guerre, pour aller sur le terrain et tuer 3000 morts. Ok, donc on est d'accord là-dessus. Allons-y encore plus loin. Puisqu'on est d'accord sur un seul fait, Laurent Gbagbo qui est accusé de meurtre, qui est accusé de tous ceux qui sont en face, qui ne sont pas d'accord avec son parti, qui ne sont pas d'accord avec sa politique, sont d'accord sur le fait que Laurent Gbagbo lui-même n'a pas pris des armes pour aller faire la guerre sur le terrain. Donc, sur ce fait-là, on est d'accord. On est d'accord aussi que Alassane Ouattara lui-même, parce que les militants de Laurent Gbagbo accusent aussi Alassane Ouattara d'avoir aussi commis des crimes contre l'humanité. Et donc tous les militants et toutes les militantes de Laurent Gbagbo sont sûrs aussi que Alassane Ouattara n'a jamais pris une Kalachnikov pour aller sur le terrain et tuer des gens, que ce soit militaire ou civil. Donc on est d'accord là-dessus. Ok. Mais le fait de dire que Laurent Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité vient d'où? Vient du fait que des commandants au sein de l'armée ivoirienne, est-ce que vous comprenez? Des colonels, des commandants, des officiers, des sergents, et tout cela, ainsi que des patriotes, auraient commis des crimes sur le reste de la population ivoirienne. Et donc, leurs crimes qu'ils ont commis, on impute ça directement à Laurent Gbagbo, puisqu'on dit que c'est lui qui est leur patron. C'est lui qui est au pouvoir, et donc les gens-là ont agi en son nom. Donc la responsabilité lui revient automatiquement. Est-ce que c'est pas si c'est fait là que les gens reprochent à Laurent Gbagbo d'être le criminel? On dit qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir, et les gens là ont agi en son nom. Donc s'ils ont tué, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui a tué. Donc c'est lui le responsable. On est d'accord là-dessus? Ok. Maintenant les rebelles, on est d'accord là-dessus que les rebelles, ils ne menaient pas la guerre, ils ne menaient pas le combat pour eux-mêmes. Ils menaient le combat pour quelqu'un. Parce que tu ne peux pas faire la guerre si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'ambition. Si quelqu'un n'est pas derrière toi, là, tu mènes la guerre là, au nom de qui? Parce qu'eux tous, ils ne peuvent pas s'attendre en même temps pour faire une guerre contre Laurent Gbagbo, contre la Côte d'Ivoire, et chacun va vouloir être président en même temps. C'est impossible. C'est-à-dire que Koné Zakaria ne faisait pas la guerre pour que lui, Koné Zakaria, il devienne président. Ouattao ne faisait pas la guerre pour que lui, Ouattao, il soit président. Chérif Souman, il ne faisait pas la guerre pour que lui, Chérif Souman, il devienne président. Morou, il ne faisait pas la guerre
pour que lui, Morou, il soit président. Diagao ne faisait pas la guerre. Pour que lui, il soit président. Vekio ne faisait pas la guerre. Pour que lui, même, il soit président. Et Amédée Oremi ne faisait pas la guerre pour que lui, Amédée Oremi, soit président de la République de Côte d'Ivoire. Mais s'ils faisaient tout cela, s'ils avaient fait bloc pour faire la guerre au régime de Laurent Gbagbo, faire la guerre au peuple de Côte d'Ivoire, ils faisaient la guerre au nom de qui? Parce qu'on peut bel et bien dire qu'on fait la guerre pour que les nordistes soient en liberté et tout. Mais oui, si on fait la guerre pour que les nordistes soient en liberté, bon, imaginons qu'on part sur cette base. Il faisait la guerre pour le bien-être du peuple du Nord. Mais pour que le peuple du Nord soit bien, il faudrait qu'il y ait un leader. Donc ce leader-là qui allait permettre au peuple du Nord d'être bien là, c'était qui? Voici la question. Parce que c'était pas eux tous les rebelles là qui allaient prendre le pouvoir en même temps, être en même temps président pour donner la liberté au peuple du Nord. Donc cette guerre qui était menée là, il menait ça au nom d'un leader qui allait donner la liberté au peuple du Nord. Quel est le nom de ce leader? Voici la question. Donc allons-y sur cette base. Dès lors que cette question est posée, on saura automatiquement que le leader du Nord qui allait donner cette liberté, cette démocratie aux ressortissants du Nord était bel et bien Alassane Ouattara. Je ne parle pas de tous les nordistes d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres nordistes qui comprennent, et il y a d'autres qui sont des moutons. Donc, ce leader-là, qui avait promis à ses rebelles de donner la liberté, la démocratie aux nordistes, était bel et bien Alassane Ouattara. Et donc, c'est au nom d'Alassane Ouattara qu'ils ont agi. Et en agissant, il y a eu crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide reconnu par la justice ivoirienne. Car il y a eu un génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En allant sur cette base, on peut conclure que Alassane Ouattara était tueur, était criminel, a commis des crimes contre l'humanité. Et donc, M. Diaby, je dis bien M. Diaby, Youssouf ne peut pas se permettre de dire qu'il est le représentant des victimes et qu'il cherche les responsables de ces victimes sans demander à la justice de poursuivre Dramane Ouattara. Il ne peut pas dire que lui, il représente la famille de ces victimes-là sans demander à cette justice ou bien sans aller porter plainte contre Dramane. Il ne peut pas nous dire, nous Ivoiriens et le monde entier, que tous ceux qui ont été tués là ont été tués sous l'ordre de Laurent Gbagbo, et que Laurent Gbagbo serait le seul responsable. Sachant bel et bien que la justice ivoirienne vient de reconnaître que du côté de Dramane Ouattara, c'est-à-dire l'un des commandants des rebelles appelés Amédée Oremi, a commis bel et bien un génocide à l'ouest. Dès lors que la justice ivoirienne reconnaît que l'un des rebelles a commis un crime contre l'humanité à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour ça il a été condamné, en ce moment-là, M. Diaby Youssouf devrait réorienter ses enquêtes et voir, mais ce Amédée Oremi, il travaillait pour qui? Qui l'avait envoyé à l'ouest? Qui avait acheté ses armes? Il combattait au nom de qui? Voici quelqu'un qui se dit qu'il veut réellement voir clair dans une crise qui s'est passée où on dit qu'il y a eu 3000 morts. Mais lui, il ne fournit pas d'effort. Il est là, dans sa tête, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Or, pourtant, le RADP a bel et bien je ne peux pas dire, je peux dire c'est transporté. Ils l'ont transporté. Je ne peux pas dire ils l'ont transféré. Je vais utiliser le verbe transporter. C'est ce qui s'est fait. Ils l'ont bel et bien transporté chez les Blancs pour dire à Fatou Bensouda ou au Campo, voici notre criminel. Voici le cerveau de ces criminels de Côte d'Ivoire. Lui qui a téléguidé tous ces criminels qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, le voici, on l'a trouvé. Jugez-le, condamnez-le. Voici les preuves. Après plusieurs années, 9 ans, sinon que 10 ans de recherche, 10 ans ou 9 ans de procès,
La CPI découvre que c'est du mensonge, c'est du marionnettisme politique. Donc, ils ont décidé de libérer Laurent Gbagbo. Suite à sa libération, c'est Diaby Youssouf qui se dit représentant des victimes de Côte d'Ivoire. Il était sincère. S'il n'était pas manipulé par les hommes politiques de Côte d'Ivoire, s'il était neutre dans sa démarche de vouloir représenter réellement la famille des victimes de Côte d'Ivoire, il allait se poser des questions et voir. Mais si la CPI dit que ce n'est pas Gbagbo là, ça doit être qui? Bon, moi, Diaby Youssouf, je suis convaincu que Laurent Gbagbo a sa part de responsabilité. Mais est-ce qu'il est le seul? La justice ivoirienne vient de condamner l'autre. Excusez-moi. La justice ivoirienne vient de condamner l'autre. Mais l'autre, il était du côté de qui? Je vais chercher à savoir pour qui Amédée Oremi travaillait. Est-ce qu'il travaillait en solo? Est-ce qu'il menait le combat au nom des FSI? Et si oui, au nom des FSI, qui était le leader des FSI? Qui finançait le FSI? Qui était derrière les rebelles, les dozos? Voici. Une fois cette question résolue, Diaby Youssouf allait trouver le cerveau du génocide de l'Ouest. Puisqu'Amédée Oremi, il n'a été qu'un acteur. Mais le cerveau qui a piloté ça, lui, pour qui cet acteur a commis ces crimes, il allait reconnaître le cerveau qui a donné l'ordre à Oremi de commettre ces crimes. Mais non, lui, il ne veut pas. Il veut le faire comprendre aux Ivoiriens et aux Ivoiriens qui n'étaient pas encore nés ou bien qui étaient mineurs en 2010 ou 2011 que c'est Laurent Gbagbo qui est le criminel. On ne peut pas accepter ça. Et son arrivée en Côte d'Ivoire, vous nous dites que non, il n'a qu'à venir en catimini. Il n'a qu'à venir en cachette. Il doit avoir du retenu. Il ne doit pas venir de façon glorieuse. Il doit venir de façon timide. Personne ne doit manifester parce qu'il a tué des gens. Ah bon? Donc, Ouattara, quand il bat campagne en Côte d'Ivoire, et puis les gens le suivent comme des mouches, lui aussi là. Pourquoi il ne bat pas campagne en catimini? Pourquoi il s'affiche devant le peuple? Pourquoi il dresse des foules en Côte d'Ivoire? Et c'est l'autre, on dit non, il n'a qu'à être truc. Mais vous vous prenez pour qui dans ce pays-là? Vous pensez que le pays vous appartient? Vous commettez des crimes et vous voulez mettre les charges sur les autres. Mais nous, on voit clair. On n'est pas né de la dernière goutte de la pluie. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On était déjà grand, on est au pays là. On sait. C'est devant nous, vous avez commis les crimes. C'est devant nous, les choses se sont déroulées. Donc vous ne pouvez pas mentir. C'est devant nous, on voyait les hélicoptères en train de tirer. Vous ne pouvez pas mentir là, pour dire non, c'est l'autre seul. Jamais. Dramane Ouattara a tué. Dramane Alassane Ouattara a commis des crimes contre l'humanité parce que ces rebelles FSI ont commis des crimes. C'était ces mêmes rebelles-là qui étaient avec lui à l'hôtel du Golfe. Ils ont commis des crimes. Ce sont ces mêmes rebelles-là qui ont brûlé des gendarmes dans un camp à Bouaké. Ce sont ces mêmes rebelles-là qui ont brûlé une cité, un policier à Bobo. Ce sont ces mêmes rebelles qui ont tué les gens à Guitrozo. Ce sont ces mêmes rebelles qui ont semé la zizanie dans notre capitale. Qui a attaqué Abidjan? Est-ce Gbagbo ou les forces de la santé? Parce que, allons-y sur cette base d'abord. Youssouf Diaby, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, dans quelle partie des deux temps l'attaque est venue? Qui avait appelé l'autre au téléphone pour dire Abidjan est verrouillé? N'est-ce pas Soro Diom? C'est Soro qui avait appelé Mangou Philippe pour dire déposer. Non, il avait appelé Dogo Blé, qui était lui, le commandant de la garde républicaine, qui est basé à Trècheville, non loin de la du palais de la culture. C'est lui qui a contacté Dogo Blé pour dire dépose les armes, que Abidjan est déjà verrouillé
Et si tu ne veux pas déposer les armes, Abidjan sera attaqué. Donc, quand tu regardes bel et bien la télévision, la RTI ou bien TCI qui était la télévision, la chaîne de Ouattara depuis le Golfe, où Soro Ouattara disait que ce n'est qu'une question d'heure. Et qu'il faudrait que le pays soit libéré. Et que Laurent Gbagbo et ces gens sont considérés comme des rebelles et que eux, ils sont considérés comme des forces loyales. Donc ce n'est qu'une question d'heure, ils vont libérer le pays. Donc ces gens qui tenaient ces discours-là, ils libèrent le pays avec quoi? Voici la question. Ils ont libéré le pays avec quoi? Des brindilles de balai? Ils ont libéré le pays avec des galettes? Est-ce qu'ils ont libéré le pays avec des bons flottos? Des bonbons? Ou est-ce qu'ils ont utilisé des armes pour aller libérer le pays? Alors, si vous êtes sûr et que vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez tous et toutes que les rebelles ont lancé l'assaut sur la Côte d'Ivoire en utilisant des armes. Et ces armes n'ont pas élevé les Ivoiriens. Ces armes n'ont pas multiplié le peuple ivoirien. Au contraire, ces armes ont diminué la population de Côte d'Ivoire. Dès lors que quelqu'un utilise les armes pour attaquer quelqu'un d'autre, ça veut dire non seulement il a déjà nourri l'esprit de mort en lui. Donc il s'en va là pour libérer. Il faut tuer pour libérer. Donc ils sont allés tuer pour libérer. Ils ont tué ce jour-là pour libérer. Donc si on cherche les responsables des 3000 morts là, ce jour-là, ceux qui ont quitté l'hôtel du Golfe pour aller attaquer là, ils ont commis des crimes. Et celui qui était leur responsable, puisqu'il disait que c'est Ouattara qui avait gagné. Donc ils étaient déjà sous la responsabilité. Les gars de Ouattara Draman, c'est en son nom qu'ils ont agi. Ils sont allés tuer Ibé. Ibé, il fait partie des 3000 morts. Diabé Youssouf. Ibé là, Ibrahim Koulibaly, qui a été tué à Bobo là. Ce n'était pas sous la responsabilité de Gbagbo. Gbagbo n'était plus là. Il avait été déjà arrêté. Mais après son arrestation là, il y a eu affrontement à Bobo. Et ce jour-là, à Bobo, il y a eu mort d'hommes. Et ces morts-là, ils font partie des 3000 morts. Diabé Youssouf, le corrompu, petit salaud de merde. Ces 3000 morts-là, Ibé, Ibrahim Koulibaly, il fait partie de ces 3000 morts. Et qui a donné l'ordre pour qu'on tue Ibé? Parce que Ibé, il fait partie des victimes là. Est-ce que la famille d'Ibé t'a mandaté d'accuser Laurent Gbagbo d'avoir tué Ibé? Voici la question. Parce qu'il y a plein de familles comme ça qui sont victimes de cette guerre, qui ne t'ont même pas mandaté. Et tu te lèves un bon matin, je suis le président. Est-ce que la famille d'Ibé t'a mandaté d'accuser Laurent Gbagbo d'être le terroriste, d'être le responsable de la mort d'Ibé et la mort des éléments d'Ibé? Aucune famille ne t'a mandaté. Tu n'es qu'un businessman, un voyou corrompu qui s'auto-proclame président d'un mouvement. Voici ce que tu es. Donc tu n'es pas crédible. Tes accusations n'iront nulle part. Personne ne peut t'accorder le crédit. Parce que tu es un nulard. Tu n'as aucun diplôme. Tu as niveau CM2, c'est tout. Parce que tu as vendu de la bœuf. Et suite à ça, tu as eu beaucoup d'argent. Voilà pourquoi le RADP te fait les yeux doux. Parce que le RADP, tu utilises pour financer le parti. C'est tout. Tu finances le parti avec l'argent de trucs. Du trafic que tu fais, c'est tout. Le RADP a besoin de toi pour financer son parti, c'est tout. Sinon, pour essayer de te manipuler, ils utilisent cette affaire pour dire non, sois au devant de ça. Sinon, en dehors de ça, tu ne connais rien. Pourquoi on ne te nomme pas ministre? Pourquoi on ne te nomme pas ministre et puis tu es là? Regardez-moi des petits salopards de merde. Donc, sur cette affaire-là, si on veut y arriver vraiment, je pense que les abdominaux, ils comprennent bel et bien ce que j'ai expliqué. Et mes explications sont claires. Même si tu viens de naître, tu vas comprendre ce que Guégué a expliqué. Que c'est clair comme l'eau de roche. Il n'y a pas de complications là-dedans. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit.
Ah, Isiaka, j'oublie son nom parce que c'est quelqu'un qui est... C'est un incognito en fait à mes yeux. Donc souvent son nom, j'oublie son nom. Isiaka Diaby. Je dis Diaby Youssouf. C'est Isiaka Diaby. Donc voici un peu ce malpropre. Alors, je vais faire une pause publicitaire et on va arriver sur Pays Côte d'Ivoire. J'aimerais profiter pour lui donner des conseils. Parce que moi, je donne souvent des conseils à des gens, ils utilisent ça pour me clasher, je vais te répondre. Je ne suis pas en classe avec quelqu'un. Je ne vous insulte non pas. Voilà, je donne des conseils pour votre bien-être. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils pour vous enfoncer. Il faudrait que ça soit clair. Donc, écoutez-moi. Guégué, il est celui qui ouvre les yeux aux uns aux autres. Je suis là pour vous aider à ouvrir vos yeux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des écailles. Vos yeux sont écaillés. Donc, pour enlever ces écailles sur vos yeux, Guégué est obligé de vous donner des petits conseils afin que ces écailles-là tombent et que la vue réapparaisse. C'est très important. Oui, mais Patricia Guibanos, oui, big up à vous. Isiaka Diaby, oui, c'est Isiaka Diaby, je vois. Je vois, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce monsieur... Mais j'avais déjà fait le truc, la description de ce monsieur. Il n'a pas le BPC, hein. Il a niveau CM2. Voilà, j'ai causé avec son collègue d'école. Il était nul à l'école d'ailleurs. C'est quelqu'un qui était très nul à l'école. Et comme il ne pouvait pas avoir ses diplômes parce que lui-même il était convaincu qu'à l'école là-bas, là, il n'avait pas d'avenir. C'est comme ça il a fui l'école pour aller être pompiste. Voilà, il servait du carburant. Il vendait dans une station Shell. Hein? Il vendait dans une station Shell où le truc où Afi vient là, son village, sa ville là, comment on appelle ça? La ville d'Afi là. Afi, il vient d'une ville quelque part là-bas. Chez les... C'est pas les Baoulés, mais il y a une ethnie voisine des Baoulés là. Comment on les appelle? Les Agnis. Voilà, il vient du côté d'Agnis. Et il est malien d'ailleurs. Ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Malien, ses parents sont arrivés là-bas et tout. Donc ce monsieur, suite à ça, il a eu un peu d'argent, il est venu à Bobo. Il loge à Bobo, il habite à Bobo. C'est là-bas il a commencé à faire trafic de drogue. Voilà. Et suite à ça, il a eu de l'argent, il a payé 2 cars. Et c'est comme c'est un nul, il n'a pas été loin à l'école. Malheureusement, heureusement, il a fait une faillite. Heureusement, il a fait une faillite. Et bon, pour sa popularité, il a décidé de s'accrocher au RDR. Et puisque c'est un dealer, c'est un grand dealer et tout, il fait du trafic, il a eu beaucoup d'argent. Donc, il finançait aussi le parti. Donc, quand il y avait les grandes réunions, mais écoutez, dans ce monde, quand il y a l'argent et puis tu participes, mais on te met au premier plan. Il faudrait que ça soit clair, même dans nos familles. Quand il y a un peu, mais on ne peut pas faire une réunion en t'oubliant. On doit toujours te mettre au devant des choses parce qu'on sait que vers la fin là, le jeton va tomber. Donc c'est comme ça. On l'appelait au premier plan de toutes les réunions du RATP, il était parmi. Mais Ouattara était convaincu que ce dernier, il ne peut pas devenir ministre, puisqu'il n'est pas cultivé. C'est un borné, c'est un illettré notoire. Et tout ce qu'il sait faire, c'est la fausseté, c'est le trafic. Voilà, donc ils ont créé cette histoire pour dire, il faut être président des victimes. Si on lui demande même de taper une lettre, il ne peut même pas écrire une lettre. Donc ce sont des gens qui écrivent pour lui. On lui fait cette dictée préparée. Il répète ça à plusieurs, il répète ça plusieurs fois pour que ça puisse rester dans sa tête qu'il appelle moineau de trucs d'âne là. Et il vient devant les journalistes. Maintenant il répond, il lit sur la feuille, clic, parce qu'on lui a fait une dictée préparée. Et c'est ce qu'il sait faire. En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre. Même être député, il ne peut pas. Quelqu'un qui est illettré, il ne sait même pas écrire A. Il va être député chez qui? Mais là, il faut connaître un truc, certaines règles pour signer des trucs de mariage des gens et tout. Mais tu ne sais pas lire. Est-ce que quand ils vont lui donner la copie, là, il ne sait même pas où il doit signer? Il va signer n'importe où. Ben, il ne sait même pas lire. Il ne sait même pas, niveau CM2, il n'a même pas passé le CP.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un illettré notoire qui est là. Alors, c'est un voyou notoire, un inculte comme ça. Il s'auto-proclame, je suis président des victimes de Côte d'Ivoire. Président de qui? Est-ce que nous aussi, dans mon village, il y a eu des morts? Tu as déjà vu des gens qui sont morts là, leur famille t'ont une fois écrit pour dire Diaby Siaka. Il faut être notre représentant. Tu es malade ou quoi? Dans mon village, il y a eu des morts, mais personne ne t'a mandaté d'être son représentant. Regardez-moi un voyou comme ça. Dans mon village, là, il y a eu mort. Les éléments de drama ont tué des gens là-bas. Mais des gens qui sont morts là, leurs familles n'ont jamais écrit à Diaby. Les gens de là-bas, ils votent au Gbagbo. Comment encore eux-mêmes qui sont derrière Gbagbo vont dire ah, Diaby Siaka, il faut nous représenter pour accuser Gbagbo. Tu es malade dans ta tête, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on sait le représentant de qui tu es, des 6 femmes d'Abobo, soi-disant. Tu es leur représentant, c'est tout. Par exemple, on sait que les dossiers là de la CPI s'appuyaient seulement sur les 6 femmes d'Abobo. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas les victimes de Côte d'Ivoire, mais les 6 femmes d'Abobo. C'est tout. Parce qu'en dehors de ça, vous n'avez pas prouvé autrement que Laurent Gbagbo avait commis des crimes en dehors des 6 femmes d'Abobo. Voilà. Donc votre histoire de 3000 morts là se limite aussi les 6 femmes d'Abobo. Des femmes qui ne sont même pas mortes. Mensonge d'État. Mensonge des moutons du RADP. On va faire une publicité. Alors, j'aimerais profiter pour vous annoncer tout simplement que toutes les femmes qui souffrent, je dis bien toutes les femmes qui souffrent des règles douloureuses, et chaque femme sait ce que c'est qu'une règle douloureuse, ma soeur, il ne faut plus souffrir. Au lieu d'aller à la pharmacie pour prendre des médicaments pour boire, tout ça là, c'est cancérigène. Plus tard, quand tu vas prendre de l'âge, tu vas avoir le cancer en toi. Parce que ce sont des produits qui ont des effets secondaires. Dans les pharmacies, tu as beau comprimer à chaque fois, ma soeur. Ah, il y a le naturel. Pourquoi tu le quittes pour aller prendre des produits, tu as rempli ça dans ton ventre. Après, tu vas voir, il y a cancer qui va apparaître dans ta vie et tu vas souffrir. Écoutez-moi, les règles douloureuses pour les femmes, c'est un seul médicament qui soigne ça. C'est-à-dire le médicament des hémorroïdes, de l'hémorroïde plutôt. Ce qu'on appelle communément le coco en Côte d'Ivoire, le coco. Je ne parle pas de coco, hein. Le coco, hein, vous voyez l'intonation. L'intonation est accendante. Le coco. Alors, donc le coco appelé l'hémorroïde, ce sont des feuilles magiques dont des seuls en a le secret. Et ces feuilles-là, non seulement ça soigne l'hémorroïde, mais ça va au-delà de l'hémorroïde. C'est-à-dire, ça maîtrise les règles douloureuses parce que c'est un médicament naturel et en même temps un antibiotique très puissant. C'est-à-dire, toi femme, tes règles sont venues. Tu as mal au bas-ventre. Au lieu de tourner, quand tu bois 1 heure de temps après, le mal est parti. Tu vas même courir pour aller faire sport, revenir. Tu vas aller au boulot, il n'y a rien. Aucune douleur ne va encore se manifester pour dire non, règles douloureuses, c'est fini. Tu suis le traitement, tu ne vas plus avoir de règles. Le mois prochain qui va arriver, tes règles vont venir. Et tu ne vas pas ressentir de douleur. Tu vas dire, ah, donc ce médicament existait. Et puis depuis à l'âge de 14 ans où j'ai eu mes premières règles, cette douleur m'a frappé jusqu'à aujourd'hui, j'ai 34 ans ou bien 27 ans. Ma soeur, règles douloureuses, là, ça va disparaître dans ta vie. Non seulement ça va neutraliser ton coco si tu avais le coco, et ça va neutraliser ta règle douloureuse. Dans le cas contraire, si tu n'as pas de règle douloureuse et que tu as le coco, 5 jours de traitement, tu n'as plus de coco. C'est une garantie absolue. C'est le seul médicament au monde qui agit si vite. Même si ça sort, ça va faire rentrer ça. Que ça veuille ou pas, ton coco va rentrer. Hein? La chair qui est sortie là, ça va rentrer. Ce n'est pas de la carte, mais c'est un fait. Alors, en dehors de ce médicament, il y a la faiblesse sexuelle. Pareil, vous, les femmes, là, vous souffrez aussi à la maison. Monsieur est là, il ne peut pas bien te pilonner, il ne peut pas chauffer le moteur, et tu es gêné, tu ne sais pas comment faire. Tu as envie, mais lui, il ne peut plus bouger. Tu le caresses, et puis, ça ne se lève plus.
Et ça te donne des mauvaises intentions d'aller le tromper. Or, pourtant, tu sais que tu as une femme qui est juste, tu n'aimes pas la tromperie. Mais à un moment donné, si tu as envie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, ah, monsieur ne bouge pas. Mais écoutez, le foyer, la colonne vertébrale d'un foyer, c'est le sexe et le jeton. L'argent et le sexe. Les projets là, ça vient après. Les projets là, ça vient. Toi, femme, tu ne peux pas aller dans la maison d'un homme qui ne te fait pas bien l'amour, qui n'a pas d'argent, tu t'en vas, tu dis, ah, on se marie. Mais ce n'est pas l'histoire de projet qui t'a poussé à aller te marier avec lui. C'est parce qu'au début, copain, copine, au début, il t'a bien moussé. Et ensuite, il a quand même un peu misé pour régler tes soucis. Donc, cela, et puis le respect. Donc, cela t'a permis, cela t'a poussé à dire, ah, celui-là, au moins, il me respecte. Au moins, sur le lit, là, il est performant. Et ensuite, quand j'ai des préoccupations, quand même, il me vient en aide. Donc, c'est mon âme sœur. J'ai trouvé l'homme idéal avec qui je vais me marier. C'est ça qui te pousse à aller dans une mairie avec lui. Mais il est nul. Il n'a pas d'argent au lit. Il est impuissant. Mais le respect n'y est pas. Mais qu'est-ce qui va te pousser à aller faire foyer? Maintenant, s'il avait tout ça, et puis arriver dans le foyer, et puis bon, tout ça là, ça se perd. Ma soeur, tu seras obligé d'aller voir le petit pompier. Parce que si l'argent, il a ça, tu n'as plus besoin d'argent. Ouais, tu sais qu'il suffit de faire tant, et puis il compte les billets pour mettre ça dans ta main. Mais la seule chose qui te manque, c'est cette histoire de satisfaction au lit. Mais tu n'as plus besoin d'argent. Même si c'est le petit pauvre de la ville. Même si c'est le Wotrotiki. Et que tu apprends que celui-là, au lit là, il est performant. Ma soeur, c'est la seule chose qui te manquait. Sinon, l'argent, tu as ça. Toi-même, tu travailles, ça est là. Le jeton est là. Ton mari là, il est assis dessus, il dort dedans, potion. C'est pas ça qui te manque. Ce qui te manque là, tu vas aller chercher. Même si c'est le fou du village qui sait bien laver le disjoncteur, ma soeur, tu vas aller là-bas. Et pour finir, s'il t'attrape, il va dire, ah, tout ce que je te donne là, qu'est-ce que je ne te donne pas? Et puis tu m'avais trompé, tu m'avais me trompé, tu t'en vas me tromper plutôt, excusez-moi, tu t'en vas me tromper avec celui-là, qu'est-ce qu'il a? Mais ce qu'il a là, ce qu'il a là, c'est trop puissant que pour lui. Donc pour éviter ça, ma soeur, il faut dire à ton mari là, que Dieu possède la poudre magique. C'est une poudre qui lui permet tout simplement de redevenir comme avant. C'est-à-dire de remettre son moteur à zéro. Comme s'il n'avait jamais connu la faiblesse. C'est un médicament qui soigne de façon définitive. Ça n'a rien à voir avec votre atoté là. Jamais. Je vous parle de poudre, je ne vous parle pas de trucs de liquide. Une poudre qui permet à l'homme d'être soigné de façon définitive. Maintenant, si toi, la femme, tu n'as plus le goût de l'amour, c'est-à-dire, garçon, tu es toujours, oh, laisse-moi, je n'ai pas envie de faire l'amour. Je ne m'intéresse plus au gars. Tu es malade. Il y a maladie qui fait ça. Écoute, les hormones ne t'incitent plus à aller faire l'amour. Si tu prends aussi ce médicament, ça va te pousser. Tu vas demander le sexe. Au moins 5 fois par jour à ton homme. Lui-même, il sera étonné. Il va dire, ah, mais dans ce temps-ci là, tu demandes trop le sexe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas dire, ah, mais j'ai envie. Ça ne te plaît pas. Ça fait longtemps qu'on ne faisait plus. Mais là, j'ai envie. C'est lui-même qui va te demander, ah, mais tu as changé dans ce temps-ci. Tout d'un coup, tu veux maintenant le sexe. Lui-même, s'il adorait ça aussi, Atia, il sera très heureux. Il va dire, ah, enfin, on parle maintenant le même langage. Vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas. Venez à moi, je vais vous donner ces remèdes. Tu as problème de reins. Tes reins sont encore récupérables. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui ont problème de reins dont leurs reins ont déjà disparu dans leur corps. Ça veut dire que ça a déjà pourri et tout, on ne peut plus rien faire. Mais tes reins ne sont pas encore morts définitivement. Tes reins sont encore récupérables, ma soeur ou mon frère. Et pour ça, ça ne travaille plus bien. Tu es obligé d'aller faire le dialyse à l'hôpital 3 fois par semaine. Et tu dépenses de l'argent. Tu ne peux plus voyager convenablement comme il se doit. Parce que si tu vas quelque part, ton assurance maladie ne peut pas prendre tes frais en charge de l'autre côté. Tu es obligé de rester sur place. Oh, tu as envie de voyager
Profitez, allez au village. Vois la belle vie, la nature. Ma soeur ou mon frère, tu as ce problème-là. Viens me voir. L'incontournable guerre est complet. Je te le garantis. Je vais ramener tes reins à leur niveau d'avant. Je dis, il y a un médicament et puis il y a un médicament. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé des vrais médicaments. Donc quand on parle de ça comme ça, ils doutent. Ne doutez point. Il y a des gens qui ont payé avec moi. Ils savent de quoi je parle. Les médicaments de Dieu ne tapent jamais poteau. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, femme, tu n'es même pas enceinte et puis tu as gros ventre. Fibrome est rempli là-dedans. Et tu t'en vas à l'hôpital, on dit il y a fibrome. Mais en même temps, il y a des risques. Le docteur te dit, ton médecin d'ailleurs, il te dit si on te paye, il se peut que tu ne fasses plus d'enfants. Oh, pourtant, tu sais que tu n'as même pas encore fait d'enfant et tu as besoin d'un enfant. Il y a un risque. Soit tu te perds, tu deviens stérile à vie, ou soit tu ne te perds pas et tu restes là, le fibrome va te tuer à petit feu. Tu fais quoi? Écoute-moi, la garantie est chez l'incontournable. C'est une question de jetons. Tu as l'argent, médicament est là. Tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de médicament. C'est clair. Donc on vient, ton fibrome là, je vais mettre ça hors d'état de nuit. Je vais neutraliser ça comme il se doit. Le feu qui a été, le médicament a été envoyé spécialement en mission. Et le médicament, on lui dit, tu rentres dans le ventre de cette femme. Elle a un problème. Son problème, c'est le fibrome. Ta mission, c'est de neutraliser ce fibrome pour que tu délivres cette femme. Ma soeur, le fibrome, ça n'a qu'à pousser des dents. Mais ces canines n'ont qu'à être comme pour lion. Ton fibrome n'a qu'à avoir des dents comme à Douala. Je dis, le médicament va mettre au détail. Ça va casser les dents d'ailleurs. Bon la tête là. Dégonfler le ventre là. Et tu vas retrouver ta santé. C'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, les femmes qui ont problème d'enfant, c'est-à-dire, tu n'accouches pas, on dit trompe au boucher. Ma frère, ma soeur, viens. Je te donne, je vais déboucher tout ça. Tu vas tomber enceinte. Voici mes deux contacts. 0036. Non, je dis 36, excusez-moi. 0032 46 52 54 128. Ce numéro-là, vous l'enregistrez sur votre téléphone portable. Vous allez voir mon WhatsApp. Et vous m'envoyez un message pour dire l'incontournable bien complet. On veut tel médicament, tel médicament. Dieu va vous servir comme il se doit. Il faudrait que ça soit clair. Le second numéro est le suivant. 0033 7 53 02 44 64. Enregistre ce numéro sur ton téléphone portable, mon frère ou ma soeur. Tu écris l'incontournable bien complet. Il va te répondre, vous jugez le prix. Tu payes, ton médicament est propre. Que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Japon, que tu sois en Chine, que tu sois en Australie, que tu sois en Suisse, que tu sois ici en Belgique, que tu sois en France, que tu sois en Suède, en Finlande, même en Afrique, quel que soit l'endroit où tu es, sache que Guerre complet est un livreur international. Il n'y a pas de limite. Non limite chez Guerre, l'incontournable, tout terrain. Alors, passe à ta commande. De la manière, je te dis, tu suis la procédure, tu vas recevoir ton médicament. Tu n'es pas la seule personne à qui je donne. Je livre à tout le monde. Alors, donc revenons-en à nos moutons. Pays Côte d'Ivoire, je le vois, il jubile de joie. Je vais m'hydrater la gorge et on va poursuivre. Son nom Kei dit déjà qu'il est guéri. Ou soit il est Yakuba. Parce que soit on les guérit, c'est eux on appelle les Wela. Ou les Yakuba qui portent ce nom. Kei, Gebipwe, Brakano, Neku. Bon, c'est eux qui portent, ou bien Yuza, c'est eux qui portent ces différents noms. Donc, voyant déjà son nom, je sais bel et bien qu'il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Kei, Côte d'Ivoire, doit savoir que quel que soit ce qu'il fera, il n'aura aucun gain de cause au sein du RADP. C'est un parti politique raciste. Un parti politique religieux.
C'est-à-dire, si, excusez-moi, il y a des musulmans qui sont intelligents, ce n'est pas d'eux que je parle. Mais, il y a d'autres musulmans qui sont incultes. Et c'est de ceux-là que je parle. Ça veut dire, c'est un parti politique. Lorsque tu n'es pas musulman et que tu ne viens pas du Nord, tu ne vas pas progresser. Tu n'as pas le droit de progresser dans leur parti. À moins que tu sois un candidat indépendant et que tu aies déjà une force de frappe au sein de l'Assemblée nationale. Eux, ils vont te recruter parce qu'ils sont aussi des profiteurs. Ils vont te recruter pour dire non, il faut faire partie du RADP et tout. Parce qu'ils savent que grâce à toi, ils vont obtenir quelque chose. Mais si tu n'es rien, et tu n'es pas un cadre influent au pays et tu veux militer pour le RADP, au nom du RADP, tu veux devenir quelque chose, mon frère ou ma soeur, tu as menti, tu as tiré sur bidé. À moins que tu sois un ressortissant ou bien une ressortissante de l'ouest de la Côte d'Ivoire, en prenant que Alassane Ouattara n'a jamais tué un citoyen de l'ouest de la Côte d'Ivoire, comme Anou Loto sait bel et bien le faire, et les députés qui sont là-bas, à l'Assemblée nationale, le mari de Kadia Kamara, là, rappelez-moi son nom, ces gens, ces vendus là, qui sont là, disent qu'Alassane Ouattara n'a jamais versé une goutte de sang de Guéré. En ce moment-là, Ouattara est satisfait. Il dit, voilà des moutons, ceux-là au moins je peux les utiliser au sein de mon parti. Je peux faire des députés, je peux faire des ministres. Mais si ce n'est pas le cas, et que tu veux militer, mon frère, ma soeur, tu ne vas rien devenir. Tu ne vas rien devenir. Il faudrait que ça soit clair. Parce que Ouattara te considère comme un mouton inutile. Donc, Kéhi Côte d'Ivoire, là où tu es là, ça fait combien de fois tu poses candidature dans le seul but d'être élu député? Ça fait combien de fois tu poses ta candidature? Ça fait combien de fois tu échoues? Mais toi-même, Kéhi Côte d'Ivoire, tu es conscient que cette candidature, ou bien ces candidatures que tu poses à chaque élection, tu es conscient que tu ne peux pas aller poser ça à Djamé ou à Bobo. Ces communes qui sont les fièvres de Dramane Ouattara. Tu sais que même une voix, tu ne peux pas avoir ça. Or pourtant, tu es le grand haut-parleur de Ouattara sur les réseaux sociaux. C'est toi qui fais les éloges de Dramane sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi tu ne vas pas à Bobo? Pourquoi tu ne vas pas à Djamé? Et qu'un peu seulement tu vas à Yopougon. Parce que quand tu milites pour un parti politique, là où tu sais qu'il y a un grand nombre de militants de ton parti politique, c'est là-bas que tu t'en vas poser ta candidature. Comme ça, tu es sûr de toi à 100% que non, si ça arrive là, tu vas gagner. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas et c'est à Yopougon? Depuis que tu poses ta candidature à Yopougon là, tu as déjà gagné, tu ne pourras jamais gagner parce que Yopougon ne te reconnaît pas. Yopougon n'est pas chez Dramane Ouattara. À moins que les vrais militants de Laurent Gbagbo qui sont à Yopougon, ils s'abstiennent. Et que les petits vendus du RADP là aillent voter. Même eux aussi là, ils ne votent pas Kéhi Côte d'Ivoire parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur frère Djoula représentant le RADP à Yopougon pour aller voter Kéhi. Kéhi, tu étais là et puis c'était un candidat du RADP qui gagnait à Yopougon. Pendant que les pro-Gbagbo ne votaient pas là. Eux, ils ne voulaient pas voter. Ils restaient à la maison. Donc ceux qui votaient, qui étaient pour Ouattara là, ils partaient aussi sur le terrain. Ils partaient voter. Ta candidature était là, ils voyaient ta photo, mais ils sautaient ta photo pour aller voter un Djoula. Cela devrait être interpellé. Pour dire, dans tout ça là, je gueule pour Ouattara, mais les militants de Ouattara ne m'aiment pas. Ouattara lui-même, il ne m'aime pas. Or pourtant, tu es un cas, soi-disant, tu es un militant du RADP. Est-ce que Ouattara a une fois fait de toi le candidat légitime du RADP à Yopougon ou bien dans ta ville lointaine? Non, il ne te considère pas. Mon frère, tu étais bien parti. Voici ta catégorie, les bleus boudés. Les Soro Diom, même si je reprends des faits à Soro Diom, c'est la colère. Mais les Soro Diom, là, c'est ta promotion.
C'est ceux-là, c'est pour ceux-là que tu peux te battre et demain espérer obtenir quelque chose. Mais si tu te bats pour des vieux comme Draman, ces vieux cons-là, mon frère, tu ne vas jamais devenir un cadre influent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ton militantisme va se limiter sur les réseaux sociaux. Il faudrait que ça soit clair. Nous, les autres qui parlons là, on va avancer que toi. Nous qui parlons là, on va quitter ici, sur les réseaux sociaux, descendre sur le terrain, devenir quelqu'un, et toi, tu vas rester là toujours sur les réseaux sociaux pour gueuler au nom d'Alassane Ouattara. Et tu ne vas rien obtenir. Voilà ton cas. Voici Zasso Patrick. Vous n'allez pas avancer. Et c'est ce que je vous dis. Je vous fais ces reproches-là. Quittez Draman. Rien n'est encore tard. Votre promotion est dans l'opposition. Tous ceux qui peuvent vous faire grandir, ils sont opposés à Draman. Certes, ce n'est pas facile. Mais avec le courage, vous allez y arriver. Le temps que vous perdez avec Draman Ouattara ne fait pas de vous des gens que Ouattara pourra élever demain. Jamais de la vie. Vous allez traîner derrière lui et vous serez considéré comme les autres moutons d'ado à qui il utilise dans les moments opportuns pour qu'ils puissent devenir des griots. Donner par quelqu'un, toi, Zasso, Gouza et les Chalipak ainsi que les B60. Non, il ne va pas faire de vous des personnes importantes. Je ne fais que vous interpeller à tout moment. Prenez conscience, quittez Draman. Johnny a tenté, lui-même il a constaté. Il a tenté, il a constaté que les militants du RADP ne l'aimaient pas. Au lieu de quitter le navire, avant que le navire ne chavire au plus profond de l'océan, vous êtes à Draman Ouattara. Mais là, demain, quand il va tomber, vous allez le quitter, mais comment les gens vont vous voir? Comment les gens vont vous voir? Ils vont vous considérer comme des marionnettes. Moi là, à un moment donné, j'avais quitté Laurent Gbagbo parce que j'étais en colère. Mais lorsqu'il s'agissait de défendre Gbagbo là, je l'avais défendu. Nous, on était sur le terrain. On a vu comment les gens meurent. On a vu comment les bombes sont laguées. On a échappé à la mort. Donc nous là, on avait aussi battu campagne pour Laurent Gbagbo. On a été sur le terrain pour battre campagne. Et à Makori, les gens, ils me connaissent là-bas. Je dis bien à Makori là. Les habitants de Makori connaissent les contournables bien complets. Parce que je ne sais pas, c'est aujourd'hui on fait la connaissance sur les réseaux sociaux. Mais avant l'apparition des vidéos sur les réseaux sociaux, nous là, on était sur le terrain. Nous là, on faisait la politique sur le terrain. Donc les gens de Makori me connaissent. Ceux qui habitent Makori là, ils savent qu'en 2010, on avait battu campagne pour Laurent Gbagbo. C'était des risques. Et puisque suite à ça, il y a eu la guerre. Et tous ceux qui étaient affichés dans les quartiers et les communes, mais leur tête s'était mise en truc à être décapité, à être suspendu quelque part à l'hôtel du Golfe pour dire on les a neutralisés tous. Mais c'est parce que parmi nous, d'autres sont morts. Mais Guégué, il a eu la chance. Guégué a eu la chance d'être là aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui j'apparais sur les réseaux sociaux pour vous parler. À un moment donné, la colère m'a poussé à aller du côté de l'adversaire. Mais j'ai vu clair dedans. J'ai constaté que non, c'est des gens, ils sont pas trucs. Parce que la paix nous poussait à aller du côté de qui on veut. Mais lorsqu'on voit que ceux qui sont au pouvoir, ils ont échoué. Ils ne sont pas d'accord pour la paix. Or, le peuple ivoirien veut la paix. Quelqu'un qui est pris de paix, quelqu'un qui veut le bien-être de sa patrie, ne peut pas continuer définitivement à suivre Draman Ouattara. Et ça a été l'échec de Draman. C'est ça l'échec de Draman. Or, Draman a fait 10 ans de règne. Et plus, il a échoué sur la paix. Donc, en voyant Laurent Gbagbo arriver avec ce mot paix. Or, Oufou avait dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et Laurent Gbagbo qui prône ce mot paix, il veut venir avec des actions comportementales pour imposer la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que Draman Ouattara il déteste. Parce que lui qui avait promis aux Ivoiriens qu'il allait leur donner la paix, on constate que non. Ouattara nous impose la division. Il nous impose une dictature farouche. Il nous impose vraiment la séparation. Il nous impose l'hypocrisie et la haine.
Et donc, Laurent Gbagbo qui veut neutraliser tout ceci pour rapprocher les fils et filles du pays, Ouattara n'est pas d'accord. Voilà pourquoi il est inquiet de l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Puisque le coup qu'ils avaient préparé, cette histoire de coup d'État, pour accuser les opposants, et suite à ça, décréter un couvre-feu national pour empêcher les citoyens de circuler et aller accueillir Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils allaient utiliser ça comme prétexte pour dire que Laurent Gbagbo faisait partie du coup, et ils allaient arrêter les autres opposants qui sont arrivés sur le territoire, ils allaient les arrêter. Et ils allaient encore régner pendant des années et des années. Comme ça a été dévoilé, alors ils sont obligés de manipuler maintenant les syndicats pour dire, allez-y, faites, comment on appelle ça, faites une grève générale le 16 et le 17 pour empêcher les militants de quitter les autres villes pour venir à Abidjan. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, gréver, il ne faudrait pas que les massas, les cars, les bus, il ne faudrait pas que rien roule en Côte d'Ivoire. Comme ça, ceux qui sont à Divo, Gagnoa, Issia, Sayoua, Agboville, Toumodi, Guitrezon, pour ne pas que ces gens-là, ou bien à Boisflé, ou bien à Korogo, pour ne pas que ces gens-là convergent vers la capitale. S'il n'y a pas de voiture, tu fais comment pour te déplacer? Tu as la joie au fond de ton cœur, mais tu ne peux pas te déplacer. Tu ne peux pas te déplacer pour manifester cette joie à l'aéroport le jour J. Et ce qui va réduire le nombre de personnes qui allaient être présentes ce jour-là. Et ils vont utiliser ça pour dire que Laurent Gbagbo ne vaut rien. Il ne pèse même pas, il n'a pas de poids au sein de la population. Personne ne l'aime, personne ne le supporte. Regardez quelqu'un qui a fait plusieurs années hors du territoire ivoirien, qui vient, qui n'est même pas accueilli, hein, en grande pompe et tout. Donc, cette image qu'ils veulent vendre à l'international, donc ils veulent provoquer le manque de personnel, le manque de personnes, hein, qui va aller accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport, puisque leurs différents coups ont été dévoilés. Donc ça, c'est leur dernier carte. Peuple ivoirien, ce que j'aimerais vous dire, appelez vos différents parents. Avant le 16 là, venez tous à Abidjan. Convergez à partir du 13, voyagez, il faudrait que les cas soient remplis. Voyagez, voyagez, voyagez. Jusqu'à, ils vont dire le 15. Voyagez sur Abidjan. Vous êtes libre de voyager, c'est votre pays. Voilà, vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression, j'espère que Ouattara encore, il va stopper les vols. Il va fermer la frontière aérienne de la Côte d'Ivoire pour dire aucun avion ne rentre. Pour empêcher les patriotes de rentrer en Côte d'Ivoire pour manifester leur joie. Dans le cas contraire, s'ils ne ferment pas la frontière aérienne, alors les Ivoiriens vont débarquer en Côte d'Ivoire à partir de la semaine prochaine pour aller accueillir leur leader. Donc les gens vont voyager. Alors, mais je tiens à rappeler aux militants du RADP que syndicats ou pas syndicats, ils ne sont pas les seuls qui détiennent des véhicules en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas militants du RADP, qui ont des véhicules de transport, mettez ça à la disposition de la population pour que cette population puisse voyager librement. Vous baoulez de Côte d'Ivoire, vous bêtez, vous peuple, ouais, guéré, Abro, à tout cas. Ceux qui sont de Jacquesville, vous qui avez les moyens de transport, mettez ça à la disposition de vos frères. Ce n'est pas gratuit. Ce jour-là, vous allez avoir l'argent. Quand on dit les trucs, les transporteurs à dos moutons sont des vrais moutons là, le jour où ils doivent avoir l'argent, c'est là ils disent on fait grève. Est-ce que quelqu'un peut raisonner comme ça? Et suite à leur grève là, Ouattara va-t-il leur partager de l'argent? Il ne faut même pas gagner l'argent. C'est le jour où vous allez faire un gros budget pour une bonne recette. C'est ce jour. Je dis recette. Un bon budget, un bon bénéfice. Ce jour-là, on est en grève. Il faut être mouton pour se comporter de la sorte. Il faut être un vrai mouton. On dit que quelqu'un arrive. Le pays sera sur un pied, va danser sur un pied. Les gens seront. Donc, il y aura des gens qui vont voyager. Donc, les gens qui sont propriétaires des véhicules, ils devaient être heureux. Pour dire, ah, aujourd'hui là, j'ai mon taxi, si je n'ai rien fait du tout, il faudrait que j'obtienne au moins 300 000 francs CFA. Donc, ça c'est une bonne affaire.
Ceux qui ont les taxis compteurs, ils doivent se dire, ah, aujourd'hui là, il faudrait que je me tape au moins un demi-million. Parce que du 16 au 17, vraiment, je dois transporter les gens. Si je dois augmenter le prix là, je vais le faire. Si un kilomètre va coûter au moins 3 000 francs CFA, ou bien 2 000 francs CFA, je vais le faire. Ils seront obligés de monter. Ils ne le font pas, hein. Au lieu d'utiliser une stratégie pour se faire de la thune, non, on grève. Mais après cette grève-là, Ouattara va vous partager de l'argent. C'est vous qui perdez. Donc, comme ils sont des moutons et puis ils ne réfléchissent pas, ils sont des petits idiots moutons avec un esprit de moineau. Mais écoutez, vous qui n'êtes pas à la sorte du RADP, syndicat, parlez ou pas, faites sortir vos véhicules, transportez les gens. Vous allez remplacer ces deux moutons qui sont les transporteurs. Vous allez les remplacer, travailler dur et obtenir votre argent. Ce jour-là, vous allez faire un gros budget. Vous allez rattraper tous ces jours-là qui n'ont pas marché. Vous allez avoir beaucoup d'argent, mes frères. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur. Ceux qui mettent aux têtes des morts, là, vos derniers. Donc voilà. Remplacez-les. Ils pensent que quoi? On va pas en grève. Si vous voulez là, ne conduisez plus en Côte d'Ivoire, on s'en fout de vous. Si vous voulez là, détruisez vos véhicules, brûlez ça même. On n'en a rien à foutre. S'il faut marcher, les gens vont marcher pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Vous pensez que quoi? C'est de l'amusement? Est-ce qu'il n'y a plus mobilette? Il n'y a plus de vélo en Côte d'Ivoire. Les gens vont prendre leur mobilette, ils vont prendre leur vélo pour venir assister à l'arrivée de Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est vous seuls qui avez un véhicule en Côte d'Ivoire? Si vous voulez gréver, ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir là, ils vont mettre leur véhicule à la disposition du peuple. Ils vont faire le transport, ils vont gagner leur argent. Ils pourront mettre avec cet argent leurs enfants à l'école, ils pourront construire leur maison, ils pourront nourrir leur famille, payer les factures, parce que ce n'est pas Dramane Ouattara qui leur partage la thune. Donc l'arrivée de Laurent Gbagbo va leur permettre de faire de la thune. Vous les filles qui vendez l'eau à Ouadjila, remplissez vos frigos. Parce que ce jour-là, l'eau va marcher. Vous qui vendez Bissap, Nyamakoudji, Tommy, remplissez vos frigos. Ce jour-là, l'aéroport va péter. C'est-à-dire les gens vont boire du jus. Donc, écoutez, vous qui faites appel en téléphonique, tu as une cabine téléphonique, mon frère, il ne faut pas rester dans ta cabine ce jour-là. Prends tes téléphones. Il faut dire, il y a cabine, les gens vont appeler. Ce jour-là, vous allez vous faire de l'argent. Les ados-moutons là, comme ils ne sont pas des businessmen, et puis ils ne connaissent rien, ce sont des ânes et des petits moutons idiots qui restent chez eux. Les gens n'en ont rien à foutre d'eux. Alors, ceux qui savent chercher l'argent, ils vont aller sur le terrain le jour J, et à partir du 16 et le 17, même jusqu'à le 18, vous allez avoir de l'argent. Vous allez vous faire de la thune. Ceux qui ont les compagnies de transport, de cars, dont leurs patrons ne sont pas des douleurs, je vous le garantis, ce jour-là, vos compagnies vont avoir de la thune. Parce que les gens, vous allez avoir assez de clients. Jusqu'à il n'y aura plus de place. C'est ce jour-là, ils vont regretter. Quand c'est Dramane Ouattara qui leur partage l'argent, ils n'ont qu'à suivre la manipulation dramanienne, la manipulation bitogonienne. Cette manipulation notoire des gens qui vous utilisent pour leur propre bien-être et qui vous délaissent lorsqu'ils doivent vous venir en aide, vous les suivez encore. Il faut être un vrai mouton de Samatikila pour se comporter de la sorte. Regardez-moi des petits ânes idiots du RADP qui se comportent. On ne va pas gréver. On a gagné, gréver. Demain, vous allez prendre des pancartes. Ouattara, donne-nous l'argent. Ouattara, il n'a pas votre temps. Dramane le Bouki, l'homme Moukouba serré, vous pensez qu'il a l'argent, il va vous. Ne cherchez pas votre argent. Hein. Restez là en grève, en grève. Il faut être un vrai idiot pour dire en grève, en grève. Ah bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et on ensemble. Ciao, c'était moi.